Bonjour, bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 4 octobre 2025. Le Cégep de Saint-Félicien est heureux d'annoncer que plusieurs services de sa clinique-école Synapse sont désormais accessibles à la prise de rendez-vous en ligne grâce à la plateforme Clic Santé. La clinique offre ses services à toute la population des Merci de Maria-Chapdelaine et du Domaine du Roi. Écoutez la prochaine capsule afin d'en apprendre davantage sur les services offerts. La clinique École Synapse, c'est un milieu de stage qui est né, je dirais, il y a 3 ans, pour répondre à différents besoins. Entre autres, on voulait offrir un milieu de stage différent aux étudiants, différent de ce qu'on voit dans les milieux hospitaliers, donc des situations qui sont différentes, dans un milieu qui est moins stressant. Je dirais que c'est plus calme, ça va moins vite. Puis en même temps, on offrait des services à la population collégiale aussi, favoriser l'accessibilité des soins aux étudiants, au personnel qui travaille au Cégep de Saint-Félicien. Les services sont variés. Ça peut aller du nettoyage d'oreilles qui vient nécessairement avec une évaluation, administration de médicaments, quelqu'un qui a des injections à faire aux semaines, aux mois, ça c'est quelque chose qu'on peut offrir. On fait l'installation, le retrait d'implants contraceptifs. Donc on fait aussi des consultations pour la contraception, dépistage d'ITSS. Ça peut être tout simplement parce que quelqu'un veut venir faire prendre sa pression artérielle, sa glycémie. On a des inquiétudes au niveau de notre système respiratoire, par exemple. Des fois, on n'est pas certain, est-ce que je dois aller consulter à l'urgence? On peut écouter les poumons, voir si nous, on voit quelque chose qui pourrait nécessiter une consultation médicale, par exemple. On fait aussi des évaluations prénatales. Donc, quelqu'un qui est enceinte, qui a le goût d'apporter à nos étudiants, c'est une petite rencontre bonbon, moi que j'appelle, là, dans laquelle on fait l'évaluation de la femme enceinte, puis on peut répondre à ses craintes, donner de l'enseignement. Puis on fait le même type de rencontre chez la femme qui vient d'accoucher aussi, l'évaluation postnatale. Si jamais vous posez la question à savoir si on offre tel ou tel service, je vous invite à consulter la page web du Cégep. Il y a une section clinique-école, donc vous pourrez trouver les informations et par le fait même prendre rendez-vous via Clic Santé. Depuis l'an passé, on a ouvert à la clientèle extérieure, donc monsieur, madame, tout le monde qui habite près du Cégep ou loin puis qui a le goût de venir recevoir des services à la clinique, là, il n'y a aucun problème. Tous les services qui sont offerts sur Clic Santé sont offerts à la population en général, en fait. On a décidé d'ouvrir les services à la population générale, je pense, parce que la clinique était rendue là dans son développement. Puis en même temps, ça nous permet de varier les services. Donc, plus les services sont variés, plus les étudiants sont exposés à des situations qui sont différentes. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est une clinique-école, il y a toujours les enseignants qui sont avec les étudiants. Puis il y a certains soins, entre autres, je vous dirais, l'installation, le retrait d'implants, ce n'est pas les étudiants qui le font, ça prend une formation. Donc, on est quelques enseignantes qui ont cette formation-là. Donc, les étudiants sont plus là à titre observateur. Les avantages pour les étudiants, je dirais que c'est vraiment d'être exposé à des situations communautaires. Donc, c'est différent de ce qu'on voit quand on est à l'hôpital, qu'on est plus dans le aigu, beaucoup plus dans la prévention de la maladie. Et je trouve qu'on a davantage de temps avec les étudiants pour bien expliquer le pourquoi on va poser telle question, par exemple. Fait que je trouve que ça permet aussi de faire des liens entre ce qu'on enseigne dans la théorie et la pratique. Un autre avantage, c'est qu'on est situé tout près du Cégep, donc pour les étudiants, c'est proche pour s'y rendre, là, comparativement aux milieux de stage habituellement qui sont davantage à l'hôpital de Roberval ou à l'hôpital de Dolbeau. Pour prendre rendez-vous à la clinique, je dirais il y a 2 façons. Soit on visite le site web du Cégep de Saint-Félicien dans la section clinique-école où est-ce que les services sont présentés et il y aura un lien pour vous mener à Clic Santé. Ou tout simplement, on va sur Clic Santé, on tape un service et la clinique-école va apparaître de par la proximité des lieux avec la personne qui fait la recherche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a trouvé important d'aller sur Clic Santé pour augmenter la visibilité de nos services. Je pense qu'on pourrait être exploité davantage, puis on le voit depuis qu'on a mis Clic Santé, là, ça a quand même explosé là, les rendez-vous. Donc, je pense que c'était parfait pour la visibilité. Là. Il y aura une 2e édition de la Nuit des sans-abri au parc Vert de Mille du secteur Dolbeau qui se déroulera le 17 octobre prochain. Cette soirée permet de sensibiliser la population face aux réalités de l'itinérance. Nous avons rencontré Martin Drapeau, intervenant à l'épicerie communautaire Le Garde-Manger, à ce sujet. La Nuit des sans-abri, c'est un événement qui a lieu le 3e vendredi d'octobre de chaque année depuis 36 ans au Québec maintenant. Et à Dolbeau-Mistassini, on en sera à notre 2e édition cette année. C'est un événement qui se veut rassembleur pour les personnes en situation d'itinérance, pour créer un endroit de mixité sociale avec toute la population.
Donc, pour faire vivre un petit peu à la population aussi, ça représente quoi? Une soirée d'octobre froide dans la peau d'un sans-abri. C'est un espace de partage pour créer des liens, pour apprendre à se connaître, puis apprendre à vivre avec la réalité. C'est important de sensibiliser la population aux réalités de l'itinérance parce que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus chez nous, dans notre petit coin de pays. Aujourd'hui, on a de l'itinérance visible, puis c'est sûr que ça peut provoquer des petits inconforts, des questionnements, même de la peur au niveau de la population. Donc, la Nuit des sans-abri est là pour aider la population en général à apprendre à mieux vivre avec le phénomène, puis aussi à connaître les ressources qui existent en lien avec l'itinérance et d'autres problématiques qu'on peut rencontrer dans notre coin. Comme horaire pour la deuxième édition de la Nuit des sans-abri, à 18 h, on aura l'accueil et le mot de bienvenue. À 18h30, une nouveauté cette année, il y aura l'heure du conte à l'espace, situé dans la bibliothèque du secteur d'Olbeau. C'est un livre en lien avec l'itinérance qui sera lu par ma collègue de comité, Annick. Ensuite, à 19h, il y aura le partage du dessert, chocolat chaud, café. 19h30, c'est le grand départ pour la marche de solidarité. Donc, on a un nouveau trajet qui dure environ 30 minutes, mais avec des arrêts. Donc, ce n'est pas une marche de 30 minutes très éreintante. Ensuite, à 20 h, on revient sur le site où il y aura musique, animation, micro ouvert et la présence de certains kiosques d'organismes du coin. Cette année, la Nuit des sans-abri aura lieu au même endroit que l'année dernière, c'est-à-dire au Parc Vert 2000, situé face à l'église Sainte-Thérèse du secteur d'Olbeau. Donc, pour l'organisation de la deuxième édition de la Nuit des sans-abri, on est 14 membres sur le comité qui représentent 12 organisations. Il y a le Centre de santé mentale L'Arrimage, le Centre de ressources pour hommes Optimum, l'Office municipal d'habitation, le CIUS, la démarche en développement des communautés Maria-Chapdelaine, la Maison du cheminement, la Maison Halte Secours, la Sûreté du Québec, le programme d'accompagnement à la justice santé mentale, Toxic Action, la ville de Dolbeau-Mistassini et l'épicerie communautaire Le Garde-Manger. Si vous voulez plus d'informations par rapport à la Nuit des sans-abri, il y a la page de la Nuit des sans-abri de Dolbeau-Mistassini qui existe sur Facebook. Vous cherchez Nuit des sans-abri Dolbeau-Mistassini. Sinon, pour le phénomène de Nuit des sans-abri plus large à grandeur du Québec, il y a la page www.itinérance.ca/NSA, comme dans Nuit des sans-abri. On invite donc la population à se joindre à nous pour la deuxième édition de la Nuit des sans-abri de Dolbeau-Mistassini, vendredi 17 octobre à partir de 18 h, en face de l'église Sainte-Thérèse du secteur d'Olbeau. Ensemble, au-delà des différences, a organisé un vernissage d'une murale peinte lors de la fête de la famille élargie l'été dernier. Les participants étaient invités à peindre une partie de cette murale en leur ajoutant un handicap physique. Pour admirer l'œuvre, rendez-vous au Grand Jardin Normandin. Aujourd'hui, c'est le vernissage de la murale collective qui a été créée lors de la fête des familles le 7 juin. C'était dans le cadre pour sensibiliser la population aux personnes vivant avec des handicaps. J'ai demandé à mon ami Éric, notre artiste de Normandin, de collaborer à ça pour justement aider les gens à comment créer sur une murale. Ensemble, au-delà des différences, c'est un comité qui a été créé pour souligner la semaine des personnes handicapées. En étant conseillère municipale, c'était important pour moi de faire une activité. Donc, je me suis associée au Centre Plainvie. Puis avec eux, on est allé chercher différents collaborateurs, dont Norlac et Groupe Espoir, et Gabriel Paré, qui est travailleur communautaire, qui nous a chapeauté tout le projet. Puis on cherchait différentes activités justement pour ramener les gens à se questionner puis à voir c'est quoi la réalité de personnes vivant avec des handicaps. Donc, la murale, c'était ça, c'était de faire peindre les gens, mais avec un handicap. Puis il y a beaucoup de personnes qui se sont prêtées au jeu. Hein? Absolument. Ça a été un feu roulant de curieux, puis de gens de tous âges. Vous allez le voir avec la murale, je pense. Il y a eu beaucoup d'enfants, puis quelques adultes et quelques gens en situation de handicap. Mon helper principal, c'était Sylvain. Il a fait tout le fond de la murale. Là, on courait, nous deux, avant que les gens puissent se prêter au jeu. Là, on a imaginé toutes sortes de choses. Il y avait des chaises roulantes, il y avait des mains attachées, des yeux bandés. On a généré des scies à moi. Des gens qui ont peint avec le pied. Oui. Les gens devaient choisir un handicap à lequel ils devaient peindre.
Il y avait des équipes de 2 aussi, un sourd avec un muet, c'est ça, des gens attachés, des gens assis dans un fauteuil roulant. Ça a été vraiment une belle réussite. L'objectif principal, c'était vraiment de sensibiliser les gens à voir qu'est-ce que c'est de vivre avec un handicap, mais de le voir dans un côté positif, créatif, innovateur. Fait que les gens ont vraiment collaboré, puis ils trouvaient ça intéressant. Ils étaient curieux, puis ils ont embarqué dans le projet. Puis pour traverser une journée comme ça, c'est le fun de voir quelque chose évoluer. C'est un défi sportif ou quelconque défi qui disparaît quand tu ne l'as pas vu, bien, c'est plus difficile de mettre en contexte. Fait que comme c'était une grosse fête, il y avait peut-être 500 personnes, ça permettait aux gens sur le site là, qui profitaient des autres activités de voir l'évolution puis de voir un peu là, comment ça se passait, tout en créant quelque chose bien, un peu de différent. C'est pas quelque chose qui est populaire par ici encore. Là. Fait qu'on s'est lancé là-dedans un peu naïvement à dire on commence, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça va finir. La murale collective, vu qu'on voulait qu'elle reste vivante, accessible, les grands jardins ont accepté qu'on puisse l'afficher. Donc, quand les gens passent, bien, facile à voir et sur la clôture est dégagée avec toutes les couleurs. Souvent, les gens vont s'arrêter puis vont observer, d'essayer de voir qu'est-ce que c'est cette murale-là. Et qu'on remercie les grands jardins de nous avoir laissé cette belle porte. Ça prend quand même une équipe autour de ça. Il y avait de la gestion de personnel et pour gérer les handicaps, puis opérer là, les pots et les pinceaux. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup de boulot là, de la part de... Une belle équipe de la collaborative. petite équipe de bénévoles, ouais. Mais le commanditaire majeur qui nous a aidés là-dedans avec les matériaux, tout ça, c'est l'organisme au partage qui a collaboré là, à tous les matériaux qu'on avait besoin. L'éco-centre normandin, là, Gilles nous a trimé tout ce qui restait de peinture potable. Fait qu'on a récupéré probablement là, 50 des matériaux grâce à l'éco-centre. Bien, pourquoi faire un vernissage? C'est l'idée d'Éric, parce que vu qu'il est là-dedans, qu'il est artiste, on voulait pas que ça soit juste une activité, on voulait souligner le résultat final. Fait que c'est Éric qui m'a amené l'idée du vernissage. On voulait tout simplement que ça soit festif. On a invité des gens vivant avec différents handicaps, les organismes, tout ça, pour venir voir c'est ça, c'est de voir le résultat, parce que dans la journée, tout le monde passait. Mais là, de voir la finalité de tout ça, c'est pour ça qu'on fait un vernissage aujourd'hui. La murale est là à l'année au Grand Jardin. Fait qu'on invite tout le monde, quand vous passez, venir prendre une petite marche, jouer avec les enfants, faire une fête, bien, passez en avant de la murale, venez voir toutes les belles couleurs. Le résultat final, ça en vaut la peine. Il y a des petits bijoux à regarder sur cette murale-là. Le 18 septembre dernier avait lieu le lancement de la campagne « Ici, je mise sur moi ». Cette dernière vise à outiller les jeunes et les aînés afin de prendre soin de leur santé mentale. Voici un résumé de la conférence de presse. Je vous salue, partenaires de la santé mentale positive. C'est avec émotion que je suis ici aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps qu'on parle en santé publique de la santé mentale. Dès 2012, on voyait dans les données de santé des jeunes secondaires une augmentation de la détresse. On a vu en 2016 les nouvelles données, ça continue. Est arrivée une pandémie qui est venue exacerber tout ça, non seulement auprès des jeunes, mais auprès de l'ensemble des adultes, incluant les aînés. Et là, on a reçu des dernières données où là, on a de l'inquiétude pour nos jeunes filles, qui aussi, avant, se maintenaient. Et maintenant, eux aussi vivent de la détresse. Donc, dans ce contexte-là, vous comprendrez de travailler en amont dans la promotion de la santé. C'est la seule voie possible pour diminuer les demandes d'aide, parce que vous savez que nos réseaux respectifs en santé et en éducation, on a déjà beaucoup de listes d'attente. Donc, si on travaille en promotion de la santé, on développe des facteurs de protection chez les jeunes, mais aussi chez les personnes adultes et aînées. Ça va certainement diminuer la demande d'aide. En santé publique, vous savez qu'au sorti de la pandémie, on a comme les directeurs de santé publique de l'ensemble du Québec ont réajusté un peu les efforts qu'on devait mettre dans 4 grandes priorités. Le développement de la petite enfance, la santé mentale positive des jeunes du secondaire, le vieillissement en santé et la lutte au changement climatique.
C'est sûr que la santé mentale positive, pour moi, transcende ces 4 priorités-là. Parce qu'il faut parler dès le plus jeune âge aux parents qui doivent développer des facteurs de protection chez les tout-petits. Le vieillissement en santé nous rapporte à l'isolement des aînés. On sait que l'isolement est une cause de mortalité importante chez les aînés. Donc, essayer de travailler pour consolider les facteurs de protection. Le réseau de soutien social des aînés, c'est un enjeu extrêmement important aussi. La lutte au changement climatique, pas besoin de vous dire qu'on a beaucoup de jeunes et jeunes adultes qui vivent de l'éco-anxiété. Donc, c'est important aussi de consolider leurs facteurs de protection pour qu'ils puissent passer à travers ces épreuves-là. Au-delà de ça, dans la situation actuelle, on est confronté à une situation économique, politique, environnementale qui nous confronte personnellement, mais collectivement aussi sur plusieurs enjeux. Je souhaite que l'ensemble des outils, des travaux qui sortent de ce projet pilote-là qu'on fait actuellement dans le domaine du roi rayonnent partout. Dans Maria-Chapdelaine, dans le domaine du roi, on a fait ce projet pilote-là parce qu'on avait une disponibilité d'argent dans le domaine du roi à un moment précis. Et j'ai recommandé à ma direction, suite à une consultation de la table des partenaires, d'aller vers la santé mentale des jeunes. Et on a obtenu du financement, comme Jonquière l'a obtenu aussi. Donc, tous les travaux, et moi, à l'époque, quand on a parti cet appel-là, j'étais chef de service de domaine du roi, mais aussi de Maria-Chapdelaine. Fait que ça a toujours été clair dans mon esprit que tout ce qu'on travaille actuellement dans le domaine du roi peuvent être utilisés, que ce soit la formation, le matériel, tout est disponible pour l'ensemble des 2 communautés. Je termine en parlant du thème « Je mise sur moi ». C'est la base de dire qu'on croit en nous. C'est comme le socle premier pour avancer, puis se projeter, puis réaliser ses rêves, c'est de croire en nous. Mais je dirais que ce que je vous lance aujourd'hui, parce que vous êtes des partenaires de la communauté, on a beaucoup de jeunes, de personnes aînées, d'adultes qui sont dans des conditions économiques, sociales, qui freinent cet élan-là. Donc oui, on peut croire en nous, mais si autour de nous, les personnes ne croient pas en nous, c'est beaucoup plus difficile. Dans le fond, je comprends aujourd'hui qu'on lance la campagne « Je mise sur moi ». Ce que je voudrais que vous reteniez aussi, c'est l'importance de dire « nous misons sur toi, nous misons sur vous », pour s'assurer que collectivement, on développe ce soutien-là pour permettre à chacun de réaliser ses rêves. Comme élu, comme intervenant, comme parent, comme personne aînée, comme grands-parents, je pense qu'on a une responsabilité à cet égard-là pour dire oui, les personnes, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les personnes croient en leur capacité. Mais je pense que c'est important aussi qu'on affirme ça auprès de nos proches, qu'on croit en leur capacité également. Moi, débutant mon nouveau rôle en tant que directrice générale chez Santé mentale Québec, j'ai tout de suite vu en fait la pertinence de ce magnifique projet qui est la campagne « Ici, je mise sur moi ». Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean, c'est un organisme qui est partenaire et mandataire depuis le tout début de cette aventure parce que nous croyons vraiment à la force collective de ce projet. Notre organisme a notamment pour mission de promouvoir la santé mentale positive et de soutenir la population du Lac-Saint-Jean dans le développement de son mieux-être collectif et individuel. La campagne « Ici, je mise sur moi » reflète parfaitement cette vision. Elle nous rappelle que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une priorité, peu importe notre tranche d'âge. Miser sur soi, c'est reconnaître ses besoins, apprendre à se connaître et se donner la permission de ralentir et de poser des actions concrètes pour son équilibre mental et physique. En collaborant à cette campagne, Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean souhaite offrir à la communauté des outils, de l'information et surtout un message porteur d'espoir. Il est possible de développer une santé mentale forte, résiliente, peu importe les défis que l'on traverse dans la vie. Ensemble, grâce à cette initiative, nous faisons le pari d'une région en meilleure santé où chacun et chacune peut miser sur soi et sur un avenir collectif solidaire et bienveillant. La ville de Dolbeau-Mistassini a adopté son programme triennal d'immobilisation pour 2026-2028. On vous présente les points saillants de la séance du 29 septembre dernier et il est possible de la visionner dans son entièreté sur notre chaîne YouTube. J'aimerais qu'on fasse un peu un retour sur l'année 2025, parce qu'il faut comprendre que l'année 2025 a aussi influencé nos décisions pour le triennal 2026, 2027 et 2028. Donc, si on se remet à l'an passé, en décembre 2024, oui, en décembre 2024, on avait fait l'adoption
d'un triennal, d'un PTI, d'un programme triennal en immobilisation, dont l'année 2025, on avait des investissements prévisionnels de 15,8 millions. On peut citer principalement que là-dedans, il y avait des investissements qui étaient un camion-pompe, citerne incendie. C'était quand même un investissement d'au-dessus d'1 million. Il y avait des travaux de finition au niveau de la rue Tremblay. Il y avait les reconstructions au niveau des postes de pompage. C'était vraiment des gros investissements. C'était tout près de 2 millions chacun des postes de pompage. On parle celui-là de Saint-Michel et celui de la rue Roberge. Mais il y avait aussi des investissements qui étaient conditionnels à des subventions. C'est donc dire que cette année, en date d'aujourd'hui, malheureusement, il y a certains investissements qui ont dû être mis sur pause, faute de subventions. C'est pourquoi que vous voyez là en vert, présentement, c'est les estimations de réalisation à ce jour. On parle plutôt qu'on va réaliser en 2025 un montant de 8,5 millions. Si je vous cite les investissements qui ont été mis sur pause pour le moment, c'est des projets qui sont reportés. On peut parler principalement de la réfection de l'avenue Delisle-Sasseville ainsi que le prolongement de réseau là, pour les logements abordables. C'est des projets qui étaient en attente de subvention. Pour le moment, on n'a encore pas de réponse positive qui a été donnée à ce niveau-là. Donc, c'est des projets qui vont être reportés, évidemment, par rapport à 2026, 27 et 28. Tout ça pour vous dire qu'en 2025, malgré qu'on avait mis des investissements de 15,8 millions, présentement, à ce jour, là, on va se diriger vers des investissements bruts. Là, je parle, c'est vraiment des investissements bruts autour de 8,5 millions. Maintenant, dans les faits saillants pour notre triennal 26, 27, 28, ce qu'on vous présente, c'est des investissements globaux pour les 3 prochaines années de 41,9 millions. Ça, c'est le montant brut. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2026, on parle d'investissements de 12,9 millions et à la charge de la municipalité, on va être autour de 5,7 millions. Pour ce qui est de 2027, on parle d'un triennal de 6,7 millions, investissement net à la charge de la municipalité, 6,6 millions. Et en 2028, on parle d'investissement de 22,3 millions à la charge de la municipalité, 5,2 millions. Ce que je veux vous donner comme petite information, évidemment, c'est les investissements bruts. La différence entre l'investissement brut et l'investissement net s'explique par l'apport des programmes de subvention et d'autres contributions. C'est pourquoi qu'on voit que 2028, malgré un investissement de 22,3 millions à la charge de la municipalité, on se retrouve à 5,2 millions. Au niveau des catégories de ces investissements-là, avant d'aller dans le détail, ce que vous pouvez voir au niveau des 3 prochaines années, c'est principalement les infrastructures en traitement d'eau qui vont avoir le plus d'importance. On parle quand même de 23,3 millions. Par la suite, c'est les infrastructures souterraines, l'aqueduc et égouts. On parle d'un 10,6 millions. En 3e lieu, les édifices municipaux, 5,2 millions. Les infrastructures routières, 979 000. Parcs et espaces publics, 515 000. Équipements et ameublements, 515 000. Véhicules et machineries lourdes, 357 000. Et enfin, là, technologie de l'information à 320 000. Seulement que pour pouvoir vous représenter là, par pourcentage l'effort de chacune de ces catégories, ce que vous pourrez voir, c'est que principalement, là, 81 des investissements sont vraiment concentrés pour les 3 prochaines années dans les infrastructures en traitement d'eau et aussi en aqueduc et égouts. Évidemment, ça, c'était les montants bruts. Il y a quand même des subventions attendues et des contributions. En 2026, ça nous amène à vous dire que malgré qu'on fait des investissements de 12,8 millions, on est en attente de subventions et il y a même des subventions qui sont confirmées là-dedans. On parle de 7,2 millions. Donc, à la charge de la municipalité, là, ça va être on va se retrouver avec un montant de 5,6 millions. Pour 2027, on parle d'investissements bruts de 6,7 millions, des subventions de l'ordre de 145 000 pour un montant à la charge de la municipalité de 6,5 millions. Et en 2028, là où est-ce qu'il y avait l'usine que je vous ai tantôt parlé, on parle de 22,3 millions avec des subventions attendues de 17 millions
Tout ça pour se solder à la charge de la municipalité de 5,2 millions. Donc, ça fait le tour un peu au niveau du PTI. Tout ça pour vous dire qu'au niveau des prochaines séances publiques, là, va déjà avoir lieu là, les avis de motion et les règlements d'emprunt qui vont suivre en regard à ce PTI. En terminant, la télé du Haut-du-Lac transmet ses pensées à toute l'équipe du restaurant Le Coq Rôti de Dolbeau-Mistassini touchée par l'incendie de leur établissement. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et espérons que l'avenir leur offrira un nouveau départ rempli d'espoir. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous sur notre chaîne YouTube. À bientôt!